Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 29 janvier. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le 30e sommet de l'Union africaine a pris fin ce matin à Addis Abeba. 2 jours de travaux auxquels ont pris part le président Alassane Ouattara. Les débats ont porté, entre autres, sur les questions liées à la corruption et la réforme de l'Union africaine. Le Premier ministre ivoirien Madougou Coulibaly a regagné Abidjan hier après une semaine de mission à l'étranger. Le chef du gouvernement était à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. Ensuite en France, où il a parlé coopération avec son homologue français. Le député de Diokwe sous-préfecture, Yatouré, déféré ce lundi devant le parquet pour des faits de violence sur une policière, a été relâché. La procédure d'incarcération lancée contre lui a été suspendue à la demande du bureau de l'Assemblée nationale. En Égypte, le dépôt des candidatures à la présidentielle expire aujourd'hui. Le premier tour se tiendra le 26 mars prochain. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, sera face à un adversaire qui s'est déclaré à la dernière minute. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par ces images du départ du président de la République, Alassane Ouattara, d'Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de l'État est en route pour Abidjan après avoir pris part au 30e sommet de l'Union africaine qui a refermé ses portes ce matin même. Notez que lors de cette session, le président rwandais Paul Kagame a succédé au président guinéen Alpha Condé à la tête de l'Union africaine. Et nous restons sur place en Éthiopie pour voir maintenant les temps forts de la cérémonie de clôture du 30e sommet de l'Union africaine. Je rappelle, dont les travaux ont démarré hier dimanche. 2 jours donc de débat des chefs d'État et de gouvernement du continent. Les réflexions ont porté, entre autres, sur les questions liées à la corruption et la création d'un marché unique du transport aérien. Awa Touré, notre envoyé spécial. La réforme en profondeur de l'Union africaine est l'un des points centraux abordés par les chefs d'État et de gouvernement du continent lors de ce 30e sommet. Réforme conduite depuis 2016 par le président rwandais Paul Kagame, actuel président en exercice de l'Union africaine. Il s'agit principalement de rationaliser le champ d'action de l'Union, réajuster les institutions en améliorant la division des tâches et l'autofinancement de l'organisation continentale. Ce fut un très bon sommet, un sommet qui a permis de dire des choses importantes au niveau de la conception de l'exercice du pouvoir en Afrique et de tout faire pour que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Je trouve que le point essentiel du sommet a été la question du financement de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons décidé que 0,2% des importations éligibles seraient reversées à l'Union africaine, ce qui permettra à l'Union africaine de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement et de faire une contribution également au budget de maintien de la paix. En deuxième lieu, bien évidemment, nous avons pu arrêter notre décision de désigner le président Kagame comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État en remplacement du président Alpha Condé. Et au président Alpha Condé, nous avons été unanimes à lui rendre hommage pour l'important travail qu'il a fait. Il a dévoué tout son temps pendant ces 12 derniers mois au bon fonctionnement de notre Union. Il a dit des choses que nous partageons. Il a relevé la nécessité pour l'Afrique de faire preuve de dignité dans nos gestions, dans nos comportements. Et nous sommes très heureux de ce qui s'est passé en ce qui concerne son mandat. Nous sommes confiants qu'avec le président Kagame, et bien sûr l'Union africaine est en de très bonnes mains. Le thème central du sommet était également la question de la corruption. Combattre la corruption, vaincre la corruption pour pouvoir amener le continent à une meilleure gouvernance. Et cela a été présenté par le président Bouhari, dont tout le monde connaît la détermination en ce qui concerne le combat contre la corruption. En marge du sommet de l'Union africaine, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est incliné sur la tombe de l'ancien premier ministre éthiopien, Meles Zenawi.
J'ai visité le mausolée du Premier ministre Meles Zenawi, qui a été un grand ami à moi et un grand réformateur, et je dois dire le bâtisseur de l'Éthiopie moderne. Né le 9 mai 1955, Meles Zenawi est mort le 20 août 2012. Il a dirigé l'Éthiopie de 1995 à 2012. Loin d'Addis Abeba, à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, s'est tenue ce week-end la cérémonie de lancement de l'année Houphouët-Boigny. Des activités seront menées d'avril à décembre prochain pour commémorer le 25e anniversaire du décès du premier président ivoirien. À Yamoussoukro, une messe a donc été dite en l'honneur du père fondateur de la nation. Messe à laquelle a pris part le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le reportage est signé Sidonie Davila. Basilique Notre-Dame de la Paix. C'est dans ce sanctuaire qu'autorités politiques, anciens collaborateurs de feu Félix Houphouët-Boigny, sa famille et une délégation du RHDP se sont retrouvés pour prier, honorer la mémoire du bâtisseur. Le choix du lieu de célébration de la messe à l'occasion du 25e anniversaire de décès de Félix Houphouët-Boigny est très significatif. Artisan de paix, Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de cette vertu une seconde religion, aimait à prier dans ce sanctuaire qu'il a lui-même bâti. L'homélie du jour s'est appesantie sur la vie et l'espérance. Et la prière de tous ceux qui se retrouvent ici au moment de cette célébration est d'implorer la grâce divine et réaffirmer la foi en la résurrection des morts telle que nous l'enseignent les Saintes Écritures. Donc il fallait venir ici, être avec les recteurs et toute l'équipe pour prier donc le Seigneur, de manière à ce que la paix qui a été retrouvée au niveau de la Côte d'Ivoire continue. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans paix. Et qui est l'entente d'abord au niveau des fils et filles donc, de la Côte d'Ivoire, et aussi l'entente au niveau de la sous-région, et pourquoi pas donc en Afrique et dans le monde. Cette célébration eucharistique est l'une des articulations des activités marquant le lancement des commémorations de l'année Félix Houphouët-Boigny, débutée le samedi dernier. Un événement prévu sur toute l'année 2018, avec pour objectif de valoriser la philosophie, les œuvres du père de la Côte d'Ivoire indépendante. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a regagné Abidjan hier après une semaine de mission à l'étranger. Le chef du gouvernement ivoirien était à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. Ensuite en France, au Forum de Davos, qui avait pour thème « Créer un avenir commun dans un monde fracturé », Amadou Gon Coulibaly a pris part à un panel consacré à l'un des défis majeurs actuels, améliorer l'accès énergétique en Afrique. En marge des travaux, il a multiplié les rencontres tout comme à Paris, où il a échangé avec son homologue français, Édouard Philippe. Ils ont parlé coopération entre leurs pays. On en arrive à présent au troisième titre de cette édition. Le député de Dioukou et sous-préfecture Yatouré, déféré ce lundi devant le parquet de première instance du plateau pour des faits de violence sur une policière, a été relâché. La procédure d'incarcération lancée contre lui a été suspendue à la demande du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous rapportent Olivier Iriebi et Gabriel Zani. L'affaire police nationale contre Toureya Bagoyo, débutée le dimanche 28 janvier, a connu son dénouement ce lundi en début d'après-midi. Mais une procédure judiciaire avait été engagée par le parquet pour entendre la victime et le mise en cause devant le tribunal. Le parlementaire a été appréhendé le dimanche et il vient d'être déféré ce jour à mon parquet. Une procédure de flagrant délit a été ouverte contre lui pour les faits de violence et voies de fait et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Le bureau de l'Assemblée nationale a requis la suspension de la procédure engagée. Pour le procureur de la République, cette demande de suspension est recevable. Je viens de recevoir il y a quelques instants la correspondance du bureau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale qui requiert la suspension des poursuites. Évidemment, nous sommes légalistes. Nous n'allons pas aller au-delà. Donc nous allons être obligés de suspendre les poursuites à l'encontre de ces députés. Ça, c'est la loi qui le demande. Nous n'irons pas au-delà de la loi. C'est dans la mi-journée de ce lundi que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni à l'effet d'examiner et de donner sa position sur cette affaire opposant Kwame Ayakan, la policière, au député Toureya. Pour les députés, le traitement infligé à l'un de leurs est incompréhensible. Le bureau de l'Assemblée nationale s'insurge contre les tentatives d'humiliation de la représentation nationale titulaire du pouvoir législatif, pilier essentiel
de la République et de l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire. Les mesures ont été prises pour la relaxe de Toureya, en vacances parlementaires depuis le 31 décembre 2017. Mais la procédure judiciaire engagée à son encontre n'est que suspendue, elle n'est pas annulée. Alors, que retenir de l'immunité parlementaire? Que dit justement la loi ivoirienne? Quelles sont les limites? Les explications de Gabriel Zani. Yaya Touré, député du groupe PDCI, a passé quelques heures derrière les barreaux. Pourtant, ce parlementaire est couvert par une immunité. C'est le député qui vote la loi. Nous l'appliquons. Si les députés avaient voulu une immunité totale, un peu comme les propos qui sont dits à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les opinions exprimées, ces opinions-là et ces propos-là bénéficient d'une immunité totale. On ne peut pas poursuivre un député pour une opinion émise au cours d'un vote ou à l'occasion de ses fonctions. Mais le député qui commet une infraction de droit commun en dehors de ses fonctions, il peut être arrêté. Une procédure judiciaire contre un député est possible. Le procureur de la République, Adou Richard, explique les cas dans lesquels l'immunité parlementaire, ce parapluie du député, ne le couvre plus. Et il y a lieu de préciser qu'au terme de l'article 92 de la Constitution, le député ne peut être arrêté et poursuivi sans l'autorisation du Parlement qu'en cas de flagrant délit. Dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'un cas de flagrant délit, dans la mesure où les faits qui ont été commis l'ont été devant tout le monde. Le mis en cause a été poursuivi par la clameur publique qui a manqué de le lyncher. Donc, il est clair qu'on se trouve dans un cas de flagrant délit. La seule hypothèse où le député peut être arrêté et poursuivi sans l'autorisation donc de ses pairs. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un député est détenu. En dépit des circonstances de levée d'immunité décrites dans la Constitution, les parlementaires considèrent le traitement d'un des leurs comme une violation de leurs droits. On s'intéresse à présent à la deuxième phase d'identification des abonnés de téléphonie mobile lancée il y a quelques mois. Vous vous souvenez? Mais qu'en est-il du bilan? Pour se faire donc une idée, le ministre Bruno Koné-Nabagné a visité les points d'identification dans les agences de téléphonie mobile. Et selon le ministre Bruno Koné-Nabagné, le bilan à 2 mois de l'échéance est très faible. De nombreux abonnés tardent encore à se faire identifier. Cher Koné. Muni de son passeport biométrique comme un client ordinaire, Bruno Koné se rend au plateau à l'agence principale de l'opérateur Move Côte d'Ivoire. En moins de 5 minutes, le ministre en charge de la communication, de l'économie numérique et de la poste achève sa procédure de réidentification. Après le plateau, cap sur la commune de Makori, notre abonné du jour se fait réidentifier dans les agences MTN et Orange. Même process, même simplicité. Par ce geste, Bruno Koné a voulu ainsi donner un coup d'accélérateur à la seconde phase d'identification des abonnés mobiles, qui connaît depuis son lancement un faible engouement. Concernant l'avancement du processus, il a été noté que le nombre d'abonnés identifiés, conformément au décret du 22 mars 2017, représente, selon les opérateurs, entre 7% et 40%. 37% et 40%, ce qui est, vous en convenez, très faible. Surtout que nous ne sommes plus qu'à 2 mois de la fin de cette opération. Et à ce jour, il n'y a aucune raison que ce délai-là soit prorogé. Alors, plus que 2 mois au retardataire pour se faire identifier au risque de ne pouvoir plus émettre d'appel au lendemain de la date butoir de la campagne d'identification. Prévue pour durer 6 mois, cette nouvelle campagne expire le 31 mars 2018. Elle concerne tous les abonnés mobiles déjà identifiés en 2012 et tous les utilisateurs de cybercafé. La Côte d'Ivoire détient l'un des marchés de téléphonie les plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne, avec un pack d'un peu plus de 30 millions d'abonnés mobiles, 17 millions d'abonnés Internet et 10 millions d'abonnés Mobile Money. On parle aussi d'identification dans les universités. Désormais, les étudiants en Côte d'Ivoire auront un identifiant permanent et une carte multiservice. L'opération a été lancée ce lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le but est clair, permettre le suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant dans les universités et grandes écoles. David Soyo, Patricia Omouetia.
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, amphithéâtre A. Les étudiants du public et du privé ont effectué nombreux déplacements. L'idée est de participer à l'opération de l'attribution de l'identifiant permanent et la remise de cartes d'étudiants multiservices. Une opération pour connaître le nombre exact des étudiants en temps réel dans chaque université publique et privée. Pour la ministre Ramatali Bakayoko, cette nouvelle réforme inaugure l'ère de la modernisation et favorisera l'amélioration du système de formation au bénéfice des étudiants. L'identifiant et la carte multiservice permettront aux établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire de respirer désormais l'ère de notre temps, le temps du numérique, le temps de la mobilité, qui est une possibilité offerte par la réforme licence master doctorat. Ils permettront également le suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant. Cette carte, qui est la même au niveau national, est une carte visa internationale qui développera pour les étudiants un ensemble de services. La nouvelle carte estudiantine possède des caractéristiques particulières. Nous avons développé un ensemble de services autour de cette carte, donc qui permettra par exemple à l'étudiant de recevoir du soutien familial sur ces cartes, d'utiliser la carte pour faire des achats, par exemple de cours en ligne, d'utiliser cette carte comme une carte de transport, pour le transport en commun, d'utiliser cette carte pour avoir accès, n'est-ce pas, à la bibliothèque numérique, aux ressources numériques qui vont être mises à disposition de l'ensemble des étudiants. C'est par des chants que les étudiants ont salué cette idée. Cette carte va nous permettre d'avoir de nombreux avantages. Elle va nous faciliter l'accès au campus et à bien d'autres choses qui vont nous servir durant notre année universitaire. L'opération de l'identifiant permanent et la carte d'étudiants multiservices vise à permettre aux différentes universités de mieux évaluer l'efficacité du système éducatif. Ils sont encore élèves, ils ne sont pas étudiants. Nous allons prendre la direction de Daoukro. Vous allez le voir, le groupe scolaire Gagou souffre de maux, déficit de tables, chaises, ustensiles de cuisine dans les cantines. À cela s'ajoute l'ensemble du réfectoire qui est dans un état de dégradation. L'insuffisance de la dotation en vivres dans cette cantine est un véritable souci pour les gestionnaires, également pour les écoliers. Walter Amadou Ouattara. Groupe scolaire Gagou, quartier de la commune de Daoukro. Ici, le corps enseignant est unanime sur l'impact positif d'une cantine scolaire sur les résultats des écoliers. Au regard de l'expérience heureuse dont se félicitent encore les enseignants de l'EPP Gagou 2, établissement issu du groupe scolaire du même nom, la classe de CM2 a enregistré au CPE 93% d'admis en 2015 et 98% de réussite en 2016. Chaque année que Dieu fait, nous avons de très bons résultats. Nous avons été à plusieurs reprises premiers ici au sein de l'inspection de Daoukro. Avec la cantine, ça leur permet de rester, surtout quand on reprend les cours à 14h. Quand ils sentent qu'il y a la cantine, en tout cas, ils sont motivés. Et en tout cas, l'assiduité, la régularité, vraiment, elle est parfaite. Mais derrière ces bons résultats, plusieurs difficultés plombent l'épanouissement scolaire des écoliers. Nous avons une seule salle pour les 3 sections. Donc, présentement, nous sommes obligés d'aller voir l'IEP passer partout pour qu'on nous donne 2 salles. Nous avons 6 latrines, dont 2 fonctionnelles. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Ensuite, il y a le problème d'eau dans notre école. Si l'existence de la cantine est perçue comme un atout, la réalité aujourd'hui a trahi les attentes. La cantine de cette école connaît des difficultés, notamment le réfectoire dégradé, l'insuffisance de places assises, autant que la dotation alimentaire qui contrarie le bon fonctionnement de cette cantine. Au niveau de la cantine, nous avons beaucoup de difficultés. Non seulement la cantine ne fonctionne pas normalement comme il se doit. Depuis 3 ans, on reçoit des vivres de 18 jours dans l'année. Et vous voyez notre réfectoire, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Nous avons une cantine qui prend pratiquement 600 enfants par jour. En guise de contribution pour aider les écoliers du groupe scolaire de Gagou, à travers un meilleur fonctionnement de leur cantine, la fédération SAF, un regroupement de 3 structures, Sievet, Akong, Fenavi Pelsi, a fait un don composé de vivres et de non-vivres. 5 millions de francs CFA, c'est le montant total de ce don. Marraine de cette remise, Sa Majesté Kouman Tamia, reine du Zanzan, a invité d'autres bonnes volontés à en faire autant. Nous allons solliciter aussi d'autres partenaires pour leur permettre de comprendre les besoins, leur témoigner l'engagement des autorités locales qui sont au niveau de l'UFU
qui veulent bien que nous aussi nous venons partager notre joie avec ces élèves. Les enfants avaient vraiment besoin parce que sur 9 mois, ils n'ont que 18 jours pour manger. Mais si maman vient compléter au moins quelques jours, ça ne fait que plaisir. Le groupe scolaire Gagou de Daoukro regroupe 5 établissements, dont une école maternelle avec un effectif d'environ 1200 écoliers. Des écoliers pour qui les problèmes que la cantine connaît restent préjudiciables. 25 ministres africains en charge des questions environnementales arrivent demain à Abidjan. Ils vont prendre part à la 2e conférence des parties COP2 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. Avant l'événement qui s'ouvre demain mardi, donc, notre reporter Grace Kando nous situe les enjeux de cette rencontre. L'Afrique est la destination finale de certains déchets dangereux des entreprises occidentales, selon des experts de l'environnement. Cette situation constitue une menace pour l'environnement et la santé des populations. Pour protéger le continent contre le déversement et le trafic illicite des déchets dangereux, les pays africains ont adopté la Convention de Bamako en 1991 au cours de la conférence des ministres de l'Environnement. La mesure est entrée en vigueur en 1998. 25 pays sur les 54 à ce jour l'ont ratifiée. Nous sommes dans un processus d'amener tous les pays à ratifier cette convention parce que c'est une convention qui va permettre à l'Afrique d'être un continent sans pollution, c'est-à-dire sans être contaminé par les déchets toxiques venant d'autres pays. Ce que nous avons vécu comme catastrophe avec les déchets toxiques de 2006 pour Bokwala, et les autorités ivoiriennes ont décidé de ne plus jamais recevoir ce genre de déchets. Donc plus jamais ça, et plus jamais ça passe par un engagement vraiment déterminé à interdire tout type de déchets ou toute substance chimique dangereuse sur le territoire ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, qui a bien entendu ratifié la Convention de Bamako, est en avant. Et c'est pour cela que nous disons que c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire d'abriter cette convention. La 2e conférence des parties s'ouvre demain 30 janvier à Abidjan. Une occasion pour les ministres africains de l'environnement de plancher sur les avancées de la Convention de Bamako. Depuis sa mise en vigueur en 1998, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, en ce sens que cette convention n'a pas encore un secrétariat. Au sorti de cette COP, je pense que la Convention de Bamako sera dotée d'un secrétariat technique, aura toutes les articulations dignes d'une convention internationale et aussi aura des experts désignés, des points focaux désignés dans l'ensemble des pays sur le continent africain pour pouvoir véritablement mettre en œuvre ou surveiller les mouvements transfrontaliers en ce qui concerne les déchets toxiques ou les substances néfastes. Pendant 3 jours, experts et ministres de l'Environnement vont également arrêter un plan de travail pour la période 2018-2020, un mécanisme de financement portant sur la gestion des déchets dangereux sera défini par les ministres. On ouvre le chapitre politique de ce 20 avec la haute direction du Rassemblement des Républicains qui va au contact de ses militants. Plusieurs missions sillonnent en ce moment même le pays pour informer et sensibiliser les militants, les appeler à la mobilisation, à la cohésion et à l'entente. C'est ce que nous explique Abou Sanogo. Séguéla, centre culturel Mademé. Ce sont des militants du RD du Ourodougou, mobilisés qui ont reçu la délégation conduite par Aboubakari Sissé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, dans le cadre d'une mission d'information et de sensibilisation. À cette occasion, le chef de délégation a invité les militants du Ourodougou à continuer à entretenir la flamme militante afin de permettre à leur parti de relever les défis du futur. Sissé Aboubakari les a donc mis en ordre de bataille pour faire le maximum de nouveaux électeurs sur la nouvelle liste électorale, non sans les exhorter à continuer de faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. La nouvelle équipe vise à rendre le parti le plus opérationnel possible, le plus proactif possible, le plus proche des militants. En témoigne sa méthode de travail. 2 réunions mensuelles pour les vice-présidents et une réunion hebdomadaire pour les secrétaires généraux adjoints. Le RDR est en marche. Amara Sanogo,
Cadre du Rassemblement des Républicains, a lui conduit la délégation de son parti dans la localité de Guéyo, située à 54 km de la ville de Gagnoua. Mission qui se situe dans le droit fil de la dynamique de remobilisation des militants décidée au terme du 3e congrès du parti en septembre 2017. Amara Sanogo a donc présenté les enjeux électoraux de 2018 aux militants de Guéyo. Il s'agit notamment des élections locales et sénatoriales. Le RDR nouveau est en marche ici et la mobilisation des militants nous le prouve. Je passe satisfait. Ils ont posé également des doléances qui seront portées au niveau de notre haute direction. Quant aux militants du RDR de la région du Lodj-du-Bois, précisément ceux de la ville de Lakota, ils ont accueilli avec enthousiasme l'émissaire du RDR dans leur région, venu leur apporter un message de cohésion et de remobilisation. Abdoulaye Kouyaté, accompagné d'une forte délégation composée de hauts cadres du Rassemblement des Républicains, a su trouver les mots nécessaires pour entretenir les militants et sympathisants autour des grands enjeux futurs déterminants, à savoir l'occupation de l'espace politique et l'amplification de la formation des militants. Nous partons de cette mission-là très satisfaits avec une bonne mobilisation. À l'issue de ces différentes missions d'information et de remobilisation, les militants des départements visités ont promis de se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales futures et l'union autour de la coalition RHDP. Une autre délégation du RDR a séjourné à Kaniasso, dans le département de Minignan. Objectif, remobiliser les militants du Rassemblement des Républicains. Léa Kwame, Mamadou Kwasi. Pour cette énième rencontre avec les envoyés de la direction du parti, les militants du RDR du Kabadougou sont sortis nombreux. Une mobilisation pour traduire leur attachement aux idéaux du Rassemblement des Républicains. C'est dans une communion totale que ces militants, pour la plupart des responsables des sections de base, ont communié avec la délégation conduite par Gaussou Touré. Au centre des discussions, les prochaines élections municipales, régionales et sénatoriales. Gaussou Touré a appelé les militants du Rassemblement des Républicains à rester mobilisés pour ces prochaines élections en vue de la victoire des candidats issus de leur rang. Et cette mobilisation se traduira selon lui par une appropriation de l'opération de la révision de la liste électorale. Gaussou Touré a par la suite demandé aux militants de sillonner tous les villages et hameaux pour sensibiliser la population en vue de leur participation à cette opération qui sera lancée dans quelques jours sur tout le territoire national. L'envoyé du parti et ses camarades ont fait le point de la gestion du pouvoir du président Alassane Ouattara avant d'appeler la population à soutenir les efforts de développement et de paix engagés par le président de la République, Alassane Ouattara. À l'étape de Kaniasso, toujours dans le district de Denguélé, le docteur Ite Wengbe, conseiller spécial du secrétaire général du RDR qui conduisait la délégation a appelé les militants à l'union et à la solidarité pour un RDR plus fort. L'envoyé du parti a exhorté ses camarades militants à rester mobilisés pour participer massivement aux échéances électorales à venir. Dr Ite Wengbe a invité également les militants à s'impliquer dans la révision de la liste électorale et expliqué l'importance de faire inscrire les nouveaux majeurs sur le listing électoral pour donner le maximum de voix aux candidats que le parti va retenir à Kaniasso. Les militants du Rassemblement des Républicains de Kaniasso ont rassuré les envoyés de la direction du parti de leur engagement à relever tous les défis pour accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans la mise en œuvre de sa politique de développement. Voilà, je vous propose à présent un bref tour de l'actualité à l'étranger. Nous irons notamment en Égypte où le dépôt des candidatures à la présidentielle expire aujourd'hui même. Le premier tour se tiendra le 26 mars prochain. Le président sortant Abdel Fattah al-Sisi est face à un seul candidat qui s'est déclaré à la dernière minute. Fin des dépôts de candidatures pour la présidentielle en Égypte. Les prétendants sérieux, hors course, le scrutin du 26 mars prochain pourrait être une formalité pour Abdel Fattah al-Sisi. Dimanche soir, 5 personnalités égyptiennes ont appelé au boycott du scrutin, accusant le régime d'empêcher toute compétition loyale. Manifestation contre les coupures d'eau dans la métropole sud-africaine du Cap. D'ici au 12 avril, les robinets pourraient être à sec et les habitants contraints de faire la queue pour recevoir leur ration quotidienne d'eau, et ce sous la protection de la police. Le niveau d'eau dans les barrages, première source d'approvisionnement de la mégalopole de 4 millions d'habitants, est dramatiquement bas. À Paris, la Seine a atteint son pic de crue lundi et la décrue s'annonce lente, avec pour les riverains des conséquences qui pourraient se faire ressentir plusieurs jours.
Au total, 1500 personnes ont dû quitter leur logement en Île-de-France. Des milliers de foyers restaient aussi privés d'électricité, essentiellement dans l'est de la région parisienne. Voilà, et c'est avec ce récit de Michel Digré que nous refermons ce 20h supervisé par Hugues Aveblé. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain, 20h.